Bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. C'est une relation singulière, exceptionnelle, que je vous propose d'explorer aujourd'hui, celle qui lie le Royaume du Maroc à la République française. Une relation qui, à l'occasion de la visite d'État du président Emmanuel Macron à Rabat, il y a 1 mois et demi, s'est plus que jamais densifiée. Une visite pas comme les autres, en témoigne l'accueil que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay Hassan et des membres de la famille royale, a réservé au chef de l'État français. Une visite historique marquée par un discours d'anthologie du président Macron devant les 2 chambres du Parlement marocain. Le point d'orgue de ce discours étant l'engagement renouvelé de la France pour défendre la cause cardinale du royaume, celle de son intégrité territoriale. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, a déclaré le président de la République française devant les députés représentant le peuple marocain. Et à une relation d'exception, il faut un partenariat d'exception, mais c'est avec un nouveau regard et à travers le prisme de l'expérience des années qu'il s'est forgé. Alors, pas moins de 44 accords représentant un investissement de plus de 11 milliards d'euros environ ont été signés à cette occasion dans des secteurs stratégiques, mais nous allons en parler. Mais entre Rabat et Paris, c'est beaucoup plus qu'une question économique ou commerciale. Au cœur de cette relation, il y a des femmes et il y a des hommes qui incarnent ce lien, un lien définitivement inscrit désormais dans l'avenir et dans la durée. Mon invité aujourd'hui fait partie de ces hommes-là. J'ai le grand plaisir d'accueillir son Excellence, l'ambassadeur de France au Maroc, Monsieur Christophe Lecourtier. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre chaîne, dans cette émission. C'est un plaisir et un honneur. Alors 1 mois et demi maintenant, après la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc et la déclaration relative au partenariat d'exception renouvelé, renforcé, que retenez-vous de cette relation? Et puis surtout, comment elle a été aussi perçue par les Français? Alors, vous l'avez dit, je pense que c'était une visite tout à fait historique, bien sûr pour les relations entre le Maroc et la France, mais sans doute au-delà. Et de venir dire ça ici à Médien, ça résonne avec, en quelque sorte, l'ADN de cette chaîne qui était de porter au-delà du Maroc et de la France une voix singulière, une voix spécifique. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement content d'être là. Le terme historique, il est souvent employé un peu à tout bout de champ, il peut être un peu galvaudé, mais je crois que dans ce qui nous rassemble désormais, il y a vraiment un avant et un après cette visite. L'avant, c'est une période où, de manière imperceptible d'abord et puis inquiétante ensuite, on avait fini par commencer à se perdre. Alors, quelles sont les raisons? Sans doute, on n'a pas vu les changements qui s'opéraient chez l'un et chez l'autre, on s'est laissé aller par les habitudes, mais on s'est retrouvé dans une situation qui était préoccupante. Et puis, il y a eu la volonté de faire changer les choses et, d'une certaine manière, de mettre à profit cette période blanche pour réfléchir à ce qui se passait et essayer de se projeter vers l'avenir pour écrire une nouvelle histoire. Sa Majesté le Roi a évoqué un livre. Et c'est bien cela dont il s'agit aujourd'hui, avec de très nombreux chapitres. On va en parler, mais qui ont commencé d'être écrits il y a 6 semaines quand le président de la République est venu ici. Pour le président, il y avait eu évidemment les mots qu'il a adressés à Sa Majesté le 30 juillet, et puis la réponse de Sa Majesté le lendemain. Mais à Rabat, c'était plus que des mots, c'était cette fois-ci des images. Il s'est trouvé en situation avec un accueil extraordinaire et avec un contact de proximité, bien entendu, avec le souverain, mais aussi avec le peuple marocain. Et donc ça a donné à ce nouvel élan de nos relations quelque chose qui était infiniment plus fort. Il a ressenti qu'il se passait quelque chose d'unique, et qu'en quelque sorte, des pays proches, presque des
pays frères se retrouvaient. Et pour ne pas être trop long sur cette question, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les Français, c'est la réaction des Français. Bien entendu, celle des Marocains a été tout à fait remarquable, mais j'ai vu les Français qui étaient malheureux avant, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient mal dans leur peau en quelque sorte, notamment ceux qui vivent ici. Et puis ces 3 jours ont remis chacun d'accord avec lui-même, en tout cas ceux qui tiennent à la relation franco-marocaine, ils sont très nombreux. Et le président de la République a eu ces mots qui auraient pu être pris pour de l'humour, mais qui disaient beaucoup de choses. Il a dit désormais, on peut être en même temps français et marocain. Il n'y a que du bonheur à être comme ça. Il l'a dit aux Français à l'ambassade. Et derrière la boutade, parce qu'il se citait un peu lui-même, ça disait beaucoup de choses sur la manière dont tout ça a été accueilli et dans la manière dont on est entrés tous ensemble dans cette après la visite. Je me souviens, j'ai été là effectivement et le président de la République française a dit je n'ai aucun problème avec le 100%. Voilà. 100% marocain, 100% français. Effectivement, il a été très applaudi lors de son discours devant la communauté française au Maroc. Alors, on va revenir justement sur ce discours d'anthologie, ce discours historique. Lors de son intervention devant le Parlement marocain, le chef de l'État français a dit vouloir faire peser le poids de la France à l'international en faveur de la cause de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Quelle forme pourrait prendre cet engagement de la part de Paris, selon vous, en ce qui concerne donc le dossier du Sahara? Alors d'abord, sur cette question essentielle, il faut dire que notre engagement est ancien et il est permanent. 2007. Mais il était devenu nécessaire de le réaffirmer avec plus de force, plus de clarté, pour tenir compte de diverses réalités. D'abord, la dynamique qui est en cours sur la scène internationale, elle est absolument indéniable. Elle a été encore répétée dans la dernière résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ensuite, tous les enjeux de sécurité, de développement qui sont liés à ces régions, et qui justifie évidemment de réaffirmer avec encore plus de force notre soutien. Il l'a dit, bien entendu, à Sa Majesté en premier lieu, le 30 juillet, mais c'était important de le redire devant le Parlement, qui représente la société marocaine dans sa diversité. Le premier mouvement pour cette question, c'est vraiment de rendre concret cette position politique. Et 2 illustrations, je crois, qui n'ont échappé à personne, ont été mises en œuvre très vite. D'abord, la carte a été modifiée. Ce n'est pas tous les jours que le ministère des Affaires étrangères modifie la carte d'une région ou d'un pays. Ça se fait dès le lendemain. Elle traduit désormais visuellement notre nouvelle position. Et c'est très bien comme ça. Ces dernières semaines, des instructions ont été données à toutes les administrations, à tous les ministères, pour que la carte du ministère des Affaires étrangères soit évidemment la carte de toutes les administrations françaises. La deuxième illustration, c'est que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont demandé à l'ambassadeur de France au Maroc, à votre serviteur, de se rendre rapidement dans la région de la Aïoun, dans la région de Dakhla, pour avoir des contacts avec toutes les personnalités locales. C'est la première fois qu'un ambassadeur de France au Maroc faisait une visite officielle. Je l'ai fait avec beaucoup de collaborateurs de l'ambassade et elle a été couverte par la presse. C'était un geste, évidemment, qui était la conséquence de cette position nouvelle. Et sur le plan européen, nous avons déjà eu des échanges avec de nombreux pays. J'ai vu que certains d'entre eux, coïncidence ou pas,
ont déjà évolué dans leur position sur la question du Sud. Sur la scène internationale multilatérale, si je puis dire, des Nations Unies, la résolution a été très bonne, celle d'il y a quelques jours, et nous continuons avec nos principaux partenaires à imaginer, mais en liaison parfaite avec évidemment le Maroc, quelles pourront être les prochaines étapes pour faire en sorte que cette dynamique se transforme finalement dans ce que le président de la République a appelé de ses voeux, une solution durable, juste, sur la seule base possible, qui est le plan d'autonomie marocain. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit, et c'est sur les bases sur lesquelles nous travaillons. Alors on va rester dans le Sahara marocain. C'est vrai que le président Macron a déclaré que la France s'engager à contribuer aux côtés du Maroc au développement économique des provinces du sud du Royaume au profit des populations locales dans le Sahara. Alors, vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, il y a quelques semaines, vous étiez à la tête d'une délégation. Oui. Quelles étaient d'abord vos impressions, monsieur l'ambassadeur, des provinces du Sud, et ensuite peut-être revenir sur les accords concrètement qui sont en train de se développer dans ces provinces du Sud du Royaume? Nous avons évidemment fait valoir ces derniers mois tout ce qui se passait là-bas, tout ce que le Maroc y fait, tout ce qui émerge. Mais on travaillait jusque-là sur la base en quelque sorte de statistiques, de chiffres, parfois une photo ou quelque chose. Là j'ai pu voir de mes yeux cette réalité que dès le mois de février, d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères avait souhaité encourager, c'est-à-dire le développement économique et social de ces régions au bénéfice des populations. J'ai vu, nous avons passé un peu plus de 2 jours, sortir de terre, enfin déjà très avancés, des projets très conséquents sur des questions essentielles pour le Maroc, mais pour ces régions, mais aussi pour nous, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la gestion et donc du dessalement des eaux, dans le domaine productif, de la pêche, de l'agriculture. J'ai vu aussi le port de Dakhla Atlantique qui est déjà très avancé et qui va être un hub stratégique, notamment vers l'Afrique enclavée et l'Afrique atlantique, les pays du rivage atlantique. Donc j'ai pu voir ça et ça m'a conforté, s'il en était besoin, dans la conscience de toutes les opportunités qu'il peut y avoir pour accompagner ce mouvement. Il s'agit encore une fois pas de le susciter, il existe déjà, mais nos entreprises sont déjà présentes pour certaines d'entre elles, d'autres sont évidemment invitées, incitées par le gouvernement et par l'ambassade à aller voir ce qui s'y passe et à y joindre leurs efforts. Mais aussi, et je voudrais conclure là-dessus, des instructions ont été données pour que les instruments financiers de l'État puissent accompagner ce mouvement des entreprises en leur apportant les éléments de confort dont elles pourraient avoir besoin dans les projets dans ces régions. L'Agence française de développement, dont le Maroc est le premier partenaire, va voir son mandat élargi pour pouvoir intervenir aussi dans ces régions. Le directeur général de l'agence sera là au tout début de l'année. Nous avons prévu de nous retrouver à Dakhla, je crois. Et donc voilà, nous souhaitons vraiment joindre le geste à la parole, aussi auguste qu'ait été la parole, celle du président lors de sa visite officielle, pour montrer que la France va au bout de son expression politique et essaye de toutes les manières possibles d'accompagner un mouvement qui est un mouvement marocain, mais qui, à la fin, j'en suis convaincu, profitera, au-delà des populations locales, à une région qui a bien besoin de développement et qui a le potentiel pour le faire. Alors je vous propose, monsieur l'ambassadeur, de revenir maintenant sur l'esprit de ce partenariat nouvelle génération, j'ai envie de dire, un partenariat d'égal à égal. C'est ça la nouveauté finalement. Et aussi sur la manière dont il a justement commencé à se manifester dans le sillage de la visite d'État du président Macron au Maroc. 44 accords ont été signés à la hauteur de 11 milliards d'euros. Je parle sous votre contrôle, vous allez nous en dire plus, dans plusieurs secteurs névralgiques entre Rabat et Paris lors de cette visite. Alors, quels sont les nouveaux domaines de coopération en matière économique, industrielle, mais aussi commerciale? D'abord, ce que dit cette séquence, ce que disent à peu près
tous les accords ou les contrats qui ont été signés, c'est que plus que jamais, nous avons besoin l'un de l'autre. Et sur la base que vous avez indiquée, qui est une base d'égalité, pourquoi est-ce que nous avons besoin l'un de l'autre? Parce qu'il y a deux challenges qui se présentent à nous de manière vraiment immédiate. Le premier, c'est d'éviter que nos économies, qui sont des économies de taille moyenne, se trouvent ballottées par le jeu des grandes puissances qui, à l'Est et à l'Ouest, maîtrisent aujourd'hui le nouveau cours de la mondialisation, qui est plutôt une régionalisation, et qui n'ont aucune intention de faire de la place à quiconque d'autre, ou de laisser je ne sais quel espace. Et donc, en renforçant encore une intégration qui existe déjà, nous sommes plus forts et nous pouvons faire pièce à de grands acteurs de la scène mondiale économique qui, encore une fois, n'ont pas l'intention de nous laisser notre place. Ensuite, on voit bien que le grand enjeu de demain, mais demain de manière très proche, c'est évidemment l'Afrique subsaharienne. Et de ce point de vue, le Maroc, par sa place, par les stratégies qu'il développe déjà depuis des années, est un acteur majeur de tout ce qui se fait et se fera en Afrique subsaharienne. Et cet axe vers le sud est également une manière d'intégrer autant que faire se peut, évidemment avec le concours des économies et des nations africaines, un ensemble qui soit susceptible, là encore, de peser dans la mondialisation face aux grands ensembles que peuvent être la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Ensuite, la caractéristique des accords qui ont été signés, c'est d'avoir misé, en tout cas, sur le Maroc sous la forme d'investissement. Là, je reviens il y a 1 heure de Tanger Med, qui est bien entendu un projet qui a été conduit, la vision de Sa Majesté, conduit par des entreprises marocaines, qui est un succès extraordinaire, puisque chacun le sait, c'est non seulement le premier port d'Afrique, mais c'est le premier port de tout le pourtour méditerranéen. Et il est rentré dans le top 20 mondial il y a, voilà, quelques temps. Et il progresse sans arrêt. Or, ce que nous avons su faire, c'est dans l'arrière-pays, si je puis dire, de Tanger Med, établir une usine Renault, qui est une des plus performantes au monde, et l'usine Peugeot Stellantis, qui est à Kenitra, envoie les véhicules qu'elle produit également à Tanger Med. L'association de l'industrie française et des infrastructures marocaines a fait du Maroc aujourd'hui le premier exportateur au monde d'automobiles vers l'Union européenne. Et donc ce schéma-là, nous avons l'intention, en tout cas nos grandes entreprises avec le soutien de l'État ont l'intention de le reproduire dans des tas de domaines nouveaux, en particulier l'énergie, en particulier le ferroviaire. Et dans tous ces domaines-là, c'est d'abord au Maroc que nos entreprises placent leurs technologies, leurs capitaux. C'est là qu'elles créent de l'emploi, c'est là qu'elles paieront de l'impôt, c'est de là qu'elles exporteront. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du commerce. D'ailleurs, notre balance avec le Maroc est à peu près équilibrée. Nous considérons le Maroc comme un élément essentiel de notre compétitivité et comme une base intégrée à la nôtre pour être plus fort dans un monde plus dur, plus cruel que celui qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années. Et le président Macron parlait d'ailleurs même de co-conception et voilà. de coproduction, justement. C'est vraiment le paradigme a changé. Donc, là. Ouais. C'est une répartition équitable dans les chaînes de valeur. C'est une souveraineté ensemble que l'on construit, encore une fois, vis-à-vis de grands ensembles. Ouais. C'est aussi investir beaucoup dans le capital humain des jeunes Marocaines et des jeunes Marocains pour construire quelque chose qui nous permette d'affronter finalement le XXIe siècle avec optimisme et des chances de s'en sortir ensemble par le haut. Alors avant de parler des Marocains et des Marocaines, mais aussi de leur relation avec les Français et les Françaises, on va parler d'une coopération aussi qui intéresse tout le monde. Hein. Dans cette il y a aussi la perspective entre Maroc et la France de la coopération à l'horizon 2030, l'organisation du mondial. Comment va se faire cette collaboration? La France a une expertise déjà avec les JO de 2024. Comment est-ce que ça pourrait se faire? D'abord, il faut vraiment se réjouir que la FIFA ait choisi le Maroc pour la Coupe du Monde 2030 et redire, mais chacun le sait ici, que ce n'est pas par hasard, parce que de grands investissements ont été faits depuis des années par le Maroc, en matière de football, mais pas seulement,
du sport pour tous avec des terrains un peu partout, et puis un gros investissement de la fédération pour structurer la filière des équipes nationales. Donc ça n'arrive pas par hasard et on est forcément tout à fait impressionné par les résultats des équipes nationales que tout ce mouvement de structuration de la filière football a naturellement produit. Alors, ensuite, nous avons en effet une expérience des grands événements sportifs. Hein. On a pu le voir encore récemment avec les Jeux Olympiques. Il y avait beaucoup de Cassandre qui prévoyaient que tout ça se passerait très mal. Ça s'est passé très bien, y compris en termes de résultats. Et donc, assez naturellement, on prévoit, il y a déjà eu des missions dans un sens et dans l'autre, de pouvoir, à livre ouvert, présenter à nos partenaires marocains ce qu'on sait faire en matière d'organisation des événements, ce qu'on sait faire en matière de construction d'infrastructures, ce qu'on sait faire en matière d'utilisation de technologies pour que tout ça soit le plus fluide possible. On voit bien aussi que dans la vision de Sa Majesté et des autorités marocaines, il y a évidemment l'idée de faire de ce rendez-vous mondial l'occasion de moderniser encore un certain nombre d'infrastructures au-delà même du grand événement lui-même. Nous le ferons pour que nos partenaires marocains puissent regarder dans notre expérience ce qui est utile, ce qui mérite peut-être d'être corrigé, ça peut l'être aussi, ou ce qui n'aurait pas de sens ici, ou ce qui au contraire ferait sens. Donc on va avoir beaucoup d'échanges autour de cette question qui impliqueront beaucoup d'acteurs, publics, de l'État, ceux qui ont organisé ces manifestations, et aussi les entreprises qui ont des offres susceptibles de répondre aux besoins rapides. Par exemple, la LGV s'inscrit aussi dans ce cadre-là, puisqu'elle permettra de relier un certain nombre de grandes villes du Maroc et le stade, je pense aussi, de Ben Slimane. Et de faire circuler justement les Marocains, les Marocaines, les Français et les Françaises lors de cette grande occasion. On va parler des hommes et des femmes justement et de leur circulation aussi. Il y a un autre enjeu majeur qui a été évoqué lors de cette visite présidentielle au Maroc il y a un mois et demi, celui de la politique française d'immigration. Comment évolue, monsieur l'ambassadeur, la réflexion sur ce sujet à la lumière de ce qui a été dit et notamment alors où la circulation des talents marocains et le projet de retour au Maroc aussi a été exprimé par Rabat. Il faut être franc et il faut être clair sur cette question pour éviter les amalgames. D'un côté, il y a l'immigration illégale qui n'est plus acceptable pour nos opinions et qui n'est pas non plus une chance pour les personnes intéressées qui sont victimes de trafiquants qui, bien entendu, font ça uniquement pour de l'argent et pas pour leur vendre du rêve. Sur ces questions, beaucoup d'échanges ont lieu, nos ministres se parlent, nos ministres se sont vus, les experts sont à l'œuvre dans tous les forums appropriés et nous sommes confiants quant à la marche de la coopération en la matière. Mais on ne peut pas évidemment résumer cette question uniquement à l'immigration illégale et nous devons en même temps faciliter les échanges humains entre la France et le Maroc pour tous ceux qui ont des raisons personnelles, familiales, professionnelles, artistiques, culturelles de se rendre chez nous. C'est la raison pour laquelle la crise des visas est derrière nous. Nous avons pu en 2023 et encore davantage en 2024 reprendre un niveau de délivrance qui fait du Maroc le deuxième pays après la Chine en termes de visas reçus. Nous avons même trouvé un système pour pouvoir répondre aux petits malins qui avaient réussi à détourner des rendez-vous chez TLS et qui les revendaient à grand prix. C'est en train de fonctionner et nous souhaitons l'étendre à d'autres sites que celui de Rabat. Et puis, j'ai voulu mettre une attention tout particulière sur les étudiants, qu'il s'agisse des étudiants qui partent en France. Il y a près de 50 000 étudiants marocains aujourd'hui en France, pour qu'ils puissent se voir délivrer un visa plus vite, que leurs parents puissent les accompagner. J'ai aussi souhaité, et j'ai été suivi par le ministère à Paris, que les anciens élèves qui ont étudié en France, ou les anciens étudiants, puissent tout au long de leur vie bénéficier de visas de manière fluide, et que même les étudiants des campus français au Maroc, l'école centrale, arts et métiers et plusieurs autres, soient traités de la même manière.
Donc nous pouvons penser que l'avenir nous réservera plutôt de bonnes nouvelles en la matière, même si encore une fois, il faut bien distinguer l'immigration illégale qui doit être combattue et les mobilités légales, la circulation qui doit être encouragée. Alors, il y a la migration, il y a cette circulation des personnes, il y a l'industrie, le commerce et l'économie, mais il y a aussi la culture. Voilà, entre la France et le Maroc. Quelles sont les priorités du partenariat franco-marocain dans ce domaine-là précis de la culture? On a un grand enjeu, c'est de pouvoir retrouver, si je puis dire, l'oreille de la jeunesse. Nous avons défini de nouveaux domaines de partenariat culturel. Le président de la République a passé près de 2 heures à visiter à l'Université internationale de Rabat la préfiguration de ce que sera la cité du gaming, du jeu vidéo. Oui. Il a rencontré un très grand nombre de jeunes Marocaines et de jeunes Marocains qui sont déjà complètement engagés là-dedans. Et nous développons dans les prochaines semaines un programme de coopération sur l'art graphique, sur les capacités graphiques pour exploiter au mieux le talent de ces jeunes, et en même temps développer, encore une fois, sur cette base, des start-up, des petites entreprises pour transformer en quelque sorte leur talent en business, en développement, en valeur et en emploi. 2025, vu de ma lucarne, si je puis dire, après toutes les grandes fondations de 2024, va vraiment être l'année des travaux pratiques. Nous allons, dans tous ces domaines, je crois, nous retrousser les manches, mouiller la chemise pour démontrer que toutes les promesses qui ont été faites lors de la visite d'État, lors de ces grandes retrouvailles, vont déboucher sur des projets qui impliqueront le plus grand nombre d'entre nous, de part et d'autre de la Méditerranée, et remplir le plus de chapitres possible de ce livre que Sa Majesté nous a appelé, avec le Président de la République, à écrire pour les années et même les décennies à venir. Merci infiniment, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'est moi qui vous remercie. Merci, Madame. Et merci à vous. C'est la fin de cet entretien.